Alors, bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 24 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, Mon histoire. Mon histoire simplement. Dans cet épisode-là, je vais te raconter mon histoire. J'ai réalisé que j'avais jamais fait un épisode où je faisais juste te parler de qui je suis et ce que j'ai traversé. À l'épisode numéro 2 qui s'appelle Décider, je t'ai parlé d'une tranche de vie là, comment ça s'est passé quand j'ai pris les plus grandes décisions de toute ma vie par rapport à la carrière dans laquelle je suis présentement. Mais dans cet épisode-là, je vais te raconter vraiment de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce qui fait que je suis la personne que je suis. Et mon but aussi, c'est de te faire réaliser que c'est rare que c'est une ligne droite, que c'est une ligne linéaire de trouver son why. Aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé mon why, mes why, je pourrais dire, mais j'ai vraiment passé par toutes sortes de chemins. Donc, si jamais en ce moment dans ta vie, tu te sens un petit peu perdu, tu n'es pas sûr exactement de qui tu veux devenir, c'est quoi le chemin que tu veux emprunter, ainsi de suite, ben, peut-être que cet épisode-là va te rassurer. Bref, si tu as l'habitude d'écouter le podcast, maintenant, tu vas avoir une idée encore plus précise de qui je suis, c'est quoi ma philosophie et ce que j'ai traversé et quelles sont aussi mes intentions pour le futur. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Donc, épisode 24, mon histoire. Bon, je vais commencer avec mon enfance, OK? Moi, j'ai grandi, je suis né à Montréal, dans le secteur de Huntsic. C'est là que je suis né. Quand je suis né, dans le fond, ma mère avait déjà un enfant qui est ma sœur, qui a 6 ans de plus que moi. On n'a pas le même père. Donc, quand je suis né, j'ai été principalement, là, toute mon enfance est élevée par ma mère. Mon père est un homme qui n'a jamais vraiment été présent. C'est le genre de gars qui n'avait pas vraiment à cœur de passer du temps avec ses enfants. D'autant plus qu'avant même que je naisse, ça ne marchait plus vraiment, lui et ma mère. Donc, dès mon enfance, je n'ai pas vraiment eu de figure paternelle. Je voyais mon père à l'occasion, mais tu sais, c'était tellement un étranger pour moi que même quand je le voyais, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas vraiment de chimie père-fils, là. Donc, je te dirais, jusqu'à l'âge à peu près de 3 ans, je vois mon père une fois de temps en temps. Ma mère, elle s'occupe super bien de moi. Ma mère travaille 2 travails. Elle a 2 jobs, comme on dit, pour subvenir aux besoins de moi et ma sœur. Euh, et à l'âge de 3 ans, moi, je ne savais pas. Là, il arrive quelque chose d'assez tragique dans ma vie. Mon père décide de faire une connerie. Donc, mon père qui avait besoin d'argent, en fait, a décidé de vouloir passer de la cocaïne à l'aéroport parce qu'il voulait faire un gros montant d'argent rapidement, comme on dit. Et il s'est fait prendre. Fait que mon père, quand j'ai 3 ans, il s'en va en prison. Mais moi, je ne le sais pas. Donc, de l'âge à peu près de 3 ans jusqu'à 5 6 ans, je le vois quasiment jamais. Les seules fois que je le vois, dans le fond, c'est quand ma mère m'amène le rendre visite en prison. Et à partir de 5 ans, je recommence à le voir de temps en temps. Mis à part tout ce côté-là, qui est un petit peu plus négatif avec mon père, j'ai quand même une super belle enfance. Je grandis dans des quartiers de Montréal, dans la rive sud, dans le sud-ouest, c'est-à-dire de Montréal. Je suis un gars, j'ai beaucoup d'amis. Je suis un bon petit gars, je suis super gentil. J'ai quand même des bonnes notes à l'école, mais je suis quelqu'un d'assez spécial, assez authentique. Je suis quelqu'un qui est très, 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 très lunatique. Donc, même à mon plus jeune âge, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Je me pose tout le temps des questions existentielles. Je me rappelle souvent, je regarde dans le ciel, je regarde le ciel, le soir, les étoiles, puis je me demande qu'est-ce qui fait qu'on est là, comment ça fonctionne le système solaire, qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'espace, tout ça. Et je suis une personne extrêmement calme. Donc, j'ai de l'énergie, j'aime ça jouer, j'aime ça faire du sport, mais je suis un petit garçon vraiment calme.
Donc, j'ai une super belle enfance, des beaux amis. Je passe ma vie à jouer dehors parce que dans ce temps-là, les jeunes, c'est ça qu'on faisait. On jouait dehors. On n'était pas vraiment sur les écrans. À part de temps en temps, on écoutait la télé à la maison où on jouait aux jeux vidéo. Mais c'était rare. C'était pas quelque chose que j'aimais faire fréquemment. Donc, super belle enfance, grandi à Montréal, des bons amis. À un moment donné, ben, j'arrive au secondaire et là, c'est l'adolescence. Et moi, dès l'âge, avant même de rentrer au secondaire, là, à peu près à l'âge de 7 8 ans, j'ai commencé à faire du skateboard. Fait que j'adore le skateboard, je suis tout le temps dans les skateparks, je passe mes journées à faire du skate. Aussitôt que l'école se finit, c'est toujours partir en skateboard, être au skatepark, je me pratique. Je veux vraiment, dans ce temps-là, mon but, c'était de devenir un professionnel dans ce domaine-là. Donc, j'en fais tout le temps, puis je suis quand même très bon. Je développe beaucoup de talent là-dedans. C'est vraiment ma passion, là, c'est le skateboard. Puis avec mes amis, on fait tout le temps du skateboard. Mais là, arrive à l'adolescence, les jeunes, on se tient au skatepark, on se tient dans les parcs. Et là, vers 12 13 ans, ben, j'ai des amis qui se mettent à boire de l'alcool dans les parcs. Il y en a qui fument du cannabis, tout ça. Et ben, à un moment donné, ben, je suis influencé, puis je commence à essayer ça, l'alcool, le cannabis, là, en début d'adolescence. Et là, ben, ça a un impact quand même dans ma vie. Je commence à prendre goût à ça, à l'alcool, à boire avec mes amis en cachette dans les parcs, à fumer du cannabis avec mes amis en cachette dans les parcs. On foxe l'école, comme on dit souvent là, au secondaire, pour aller chiller au parc, faire du skate, fumer du cannabis, boire de l'alcool. On est tout jeune, tu sais. Puis je suis quand même assez bon parce que je cache tout ça à ma mère, puis elle se rend pas vraiment compte de rien parce que c'est le genre de femme qui aurait vraiment pas aimé ça. Mais quand même, j'ai quand même une tête sur les épaules, tu sais. Je continue d'aller à mes cours. J'ai tout le temps été quelqu'un, j'ai été extrêmement calé en mathématiques, sciences, tout ce qui est très cartésien. J'ai aucune difficulté, j'adore ça. C'est vraiment facile pour moi. Même souvent, je suis le meilleur de ma classe, soit en mathématiques, soit en sciences. Je suis là où je fais partie des meilleurs. Par exemple, tout ce qui est français, histoire, français, c'est pas si pire. Histoire, je déteste ça. J'ai jamais aimé l'histoire. J'ai toujours eu tellement de difficultés à mémoriser toute l'histoire par rapport autant les Amérindiens que Christophe Colomb, que tout ça, ça m'intéresse tellement pas. Je déteste ça. Puis j'ai pas des bonnes notes. J'ai jamais des bonnes notes. J'ai redoublé mon histoire. Ça, je vais toujours m'en rappeler. Mais bref, j'ai quand même une belle adolescence aussi, un petit peu tourmentée là, par des amis qui m'invitent à consommer. Mais quand même, les choses se passent quand même bien. Début adulte, vers l'âge de 17 18 ans, là, je découvre l'univers du party et là, je découvre les bars, les clubs. Je commence également à m'entraîner. Vers, je pense, à 19 ans, là, j'ai commencé à m'entraîner. Moi, avant de commencer la musculation, j'étais extrêmement petit, extrêmement maigre. J'avais aucune masse musculaire. J'avais même des amis qui m'appelaient le frame de chat et ça m'intimidait, ça m'affectait. Et là, à un moment donné, on me dit: «Ah, tu devrais peut-être commencer à t'entraîner». Donc, vers l'âge de 19 ans, début adulte, c'est à peu près dans ces années-là que je suis déménagé en appartement. J'ai arrêté d'habiter avec ma mère pour m'en aller dans un appartement avec 2 colocs à Montréal. Je commence l'entraînement, je commence la musculation, je découvre la piqûre pour ça. J'adore ça. Et souvent, quand tu es jeune et tu passes de pas entraîner puis tu t'entraînes sérieusement, tu te mets à manger plus, tu te mets à manger mieux. Mais là, tu prends beaucoup de masse musculaire. Fait que ça me donne confiance. Puis là, je sors souvent dans les clubs. Donc, je m'amuse à draguer des filles, à bâtir des connexions. Donc, je suis dans une période très expérimentale de ma vie. Je viens de déménager en appartement. J'ai 2 jobs à ce moment-là, moi aussi. Et là, vous allez rire, mais je suis commis aux gens coutus. Donc, je place du stock sur les tablettes, je gère les inventaires. Puis, je suis aussi caissier chez Shell. Donc, à ce moment-là, tu sais, j'ai pas mal fini mon secondaire. Je fais juste comme des cours de rattrapage là, pour histoire puis français. Je ne sais pas exactement où est-ce que je vais m'en aller dans la vie. J'ai des petites idées que j'aimerais ça devenir entraîneur. Mais j'aime gagner de l'argent, j'aime dépenser de l'argent, puis je veux pas dépendre de ma mère ni de mes parents.
Et fait que je me trouve deux jobs. Fait que souvent, je travaille de 7 heures le matin à 3 heures de l'après-midi. C'est là qu'a commencé aussi mon côté workaholic. Fait que je travaille de 7 heures le matin à 3 heures de l'après-midi à la station d'essence Shell. Puis après ça, souvent, je marche jusqu'au Jean Coutu pour aller commencer mon shift de 4 heures à 9 heures chez Jean Coutu. Fait que je me travaille quand même des journées là, quasiment de 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Et là, même si je suis payé au salaire minimum, puis c'est des peanuts là, ce qu'on ramassait. Mais pour l'âge que j'ai comme 19 ans à peu près, ben, c'est quand même de la bonne argent que je fais chaque semaine. Et ben, je prends cet argent-là, je n'en mets pas vraiment de côté. Je m'amuse à m'acheter du linge, à sortir dans les clubs avec mes amis. Fait que je ne suis pas trop mature à ce niveau-là. Mais en gros, c'est pas mal à ça que ça ressemble ma vie début adulte. Mais à un moment donné aussi, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai toujours adoré le hip-hop, j'ai toujours adoré la musique. Et là, il faut que je trouve qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là, j'entends parler d'un collège qui s'appelle Musitechnique. C'est à Montréal. Et ça, c'est un collège en conception sonore où est-ce que on t'apprend, dans le fond, comment tout ce qui est en lien avec l'enregistrement de chansons, la composition de chansons, les studios d'enregistrement, comment ça fonctionne, tout ce qui est plateforme numérique pour créer de la musique. Comment tu fais pour créer des albums? Comment tu fais pour vendre des albums? On t'explique en gros pas mal tout comment ça marche si tu veux démarrer une carrière dans le domaine de la musique. Et moi, je décide que c'est ça. Fait que là, moi, je m'en vais puis j'ai envie d'être un beatmaker qu'on appelle. Je découvre cette passion-là, c'est de faire des trames sonores à l'ordinateur, principalement pour les gens qui chantent du hip-hop. Puis, devine quoi? Ben, moi aussi, je me mets à chanter du hip-hop. Ben oui, moi, je faisais ça. Avec mes deux colocs, on se part un groupe de rap, ça s'appelait OSS, Oreilles sensibles s'abstenir. Et j'en reviens pas que je compte ça aujourd'hui. Et c'est quand même bon ce qu'on fait. Puis on fait des spectacles, puis on fait du hip-hop, puis on se fait des petits mixtapes, puis on commence à vendre ça, puis on a du fun. Mais c'est pas trop long qu'on réalise que ça te prend de l'argent pour faire de l'argent, comme on dit souvent, et surtout dans le domaine de la musique. Parce que tout ce qui touche, si tu veux te créer un studio d'enregistrement, c'est énormément d'argent que tu dois investir. Puis avant que tu puisses rentabiliser cet argent-là, tu en as pour des années. Comment bâtir ta clientèle, comment avoir un système d'acquisition de clients, combien tu dois charger, on ne le sait pas. Fait qu'on essaye de vivre un peu de ça. Ça marche plus ou moins. Fait que tranquillement, je me rends compte que ça va être trop difficile pour moi de gagner ma vie dans le domaine de la musique. Tranquillement, ben, c'est là que je dérive vers l'entraînement privé. Et là, je m'en vais faire un cours pour devenir entraîneur privé. J'obtiens mon diplôme. Je commence à entraîner. Comment j'ai commencé? Ben, au début, j'ai commencé avec mes connaissances. Donc, les gens que je connaissais, qui auraient peut-être besoin de mes conseils, qui auraient peut-être besoin de programmes d'entraînement, ben, je les approche puis je leur explique que je suis un entraîneur. Hey, je me rappelle, là, je demandais tellement rien. Je pense que je demandais 20 $ la séance. Et ça, on parle de ça, là, il y a environ. On est en 2024. Là, c'est peut-être autour de 2020 à peu près. Là. Donc là, c'est là aussi que je découvre vraiment mon côté entrepreneur. Donc là, je bâtis ma clientèle, j'ai de plus en plus de clients, puis ça commence à être plus ou moins payant, mais j'aime ça, je me sens vraiment dans mon élément. Et là, ce qui arrive, c'est que ben, je suis vraiment en mode bodybuilding. Mon but, c'est d'avoir la meilleure shape possible. Je mange quasiment à la perfection. Je veux prendre de la masse. Je veux devenir le plus massif possible, le plus lean possible, vraiment avoir la meilleure condition physique possible. Donc, je cuisine tout le temps mes repas. Et là, à un moment donné, je vois qu'il y a des entreprises qui démarrent, qui préparent des repas préparés santé pour les gens qui ont un mode de vie actif, les gens qui ont un mode de vie santé, tout ça. Puis là, moi, je me mets à commander de ces repas-là. Mais là, j'en commande, mais là, mes clients aussi me demandent d'en commander pour eux. Fait que là, je commande pour mes clients, je commande pour moi. Puis là, je suis rendu que je me mets à gérer les commandes pour mes clients, et gérer mes propres commandes. Et là, il y a une idée qui me vient en tête. Et là, j'ai peut-être, je sais pas moi, 21, 22 ans à ce moment-là. Je me dis, tu sais quoi? C'est une mine d'or, cette industrie-là, de repas préparés. Les gens sont pressés, les gens n'ont plus le temps de cuisiner, les gens adorent ce concept-là. Je pars ma propre entreprise de repas préparés. Et là, un de mes anciens colocs que j'avais qui s'appelait Michael, celui avec lequel j'avais démarré le domaine de la musique, j'y parle de cette idée-là. Puis il me dit, hey, c'est une bonne idée, je pense que j'ai envie d'embarquer là-dedans avec toi. On va être partner, on va développer cette business-là.
Mais là, nous, on n'a pas de plan d'affaires, on n'a aucune expérience en alimentation, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, mais on n'est quand même pas stupide. On se dit, avant de tout vouloir mettre en place pour créer nos repas nous-mêmes, on va trouver notre logo, on va trouver le nom de notre compagnie, on va s'enregistrer au registre des entreprises, mais on va trouver un traiteur qui va faire nos repas pour nous, qui va nous les faire à bas prix, puis nous, on va les charger à un prix plus élevé à nos clients. Donc, exemple, si le traiteur, ça nous revenait à peu près à 4,50 du repas fait par le traiteur, puis on vendait les repas autour de 10 moins les dépenses. Mettons qu'il fallait qu'on vende pas mal de repas pour être capable de rentrer dans notre argent. Fait on décide de faire ça. On fait affaire avec un traiteur. Je ne vais pas nommer le nom par respect. Peut-être qu'il n'aimerait pas ça savoir que je vais parler de lui. Mais c'est un gros traiteur. C'est un des plus gros traiteurs qu'il y a au Québec, à Montréal. Et on fait un deal avec lui, puis il nous fait nos repas. Mais là, ce qui arrive, c'est que à cause que c'est pas notre entreprise, à cause que c'est pas leur entreprise, c'est-à-dire principale, là, ça marche, on bâtit la clientèle, on vend des repas, les gens ils aiment les repas, mais souvent, il y a des gaffes, il y a des erreurs dans les commandes, il y a des erreurs dans les repas. Il arrive des trucs comme des fois, la viande n'est pas assez cuite, ou le riz n'est pas assez cuit, ou les poulets sont pas assez cuits, les patates, ces choses-là. Puis là, on se rend compte que là, ça commence à être problématique que c'est pas nous-mêmes qui fait les repas parce que là, il y a des erreurs, puis là, les clients se plaignent, puis là, il faut qu'on mette la faute sur le traiteur qui a préparé nos repas. C'est là qu'on se dit, ouais, là, on commence à avoir pas mal de problèmes. Il va falloir qu'on ait notre propre cuisine, qu'on fasse nos repas nous-mêmes. Et c'est là qu'on décide d'emprunter des sommes d'argent assez élevées et qu'on trouve un local à Montréal, un vieux local. C'est un restaurant, c'est un ancien restaurant chinois qui est fermé comme depuis 10 ans. On rentre là, on a un bon prix pour le loyer, mais c'est sale, c'est dégueulasse. C'est rare que je sais cette expression-là. C'est rempli de poussière, rempli de vieilles vaisselles qui n'a jamais été enlevée de là. On vide la place, on loue le local, on vide la place, on jette tout ce qu'il y a dans la place. On investit, on trouve des contracteurs, on transforme ce local-là en traiteur carrément. Donc, on refait faire les murs, on achète des chambres froides, on fait installer les chambres froides, des fours, des hottes, tous les ustensiles nécessaires, tout l'équipement nécessaire que tu dois retrouver dans une cuisine comme ça. On construit notre propre cuisine, on met ça beau, on décore ça, ça a vraiment de l'allure, on est super fiers de nous. Puis là, on se trouve un chef cuisinier. On trouve un chef cuisinier, qu'on lui explique notre concept, on décide de l'engager, il embarque dans notre concept. Et là, on démarre ça. Au début, ça s'appelait Diète Plus. Donc, Diète, espace plus. Si jamais vous cherchez sur Google, vous allez pouvoir retrouver là, des anciennes informations. L'entreprise n'existe plus aujourd'hui, mais ça, c'était ma première business officielle. Là, on démarre ça, puis ça va bien. Ça va bien. On vend de plus en plus de repas. Notre clientèle grossit. On se ramasse à travailler comme des fous. On travaille là, du 90 heures par semaine. Moi, dans ce temps-là, je débutais une relation avec ma copine, qui est la mère de mes enfants aujourd'hui. Euh, elle ne me voit plus, je n'existe plus, je travaille quasiment 100 heures par semaine. C'est fou pour ceux qui m'entendent parler, qui ont déjà travaillé dans le domaine de la restauration. C'est fou. Et quand c'est ta propre business à toi, c'est encore plus fou. Tu travailles du 80 à 100 heures par semaine. Il y a trop de tâches à faire, il y a trop de choses à accomplir. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on a mal géré ça. On s'endette avec les fournisseurs. Euh, nos repas, on ne charge pas assez cher pour nos repas. On chargeait autour de 8 à 10 pour nos repas, mais il aurait comme plus fallu charger peut-être un 12-13 pour vraiment être capable d'aller chercher un profit intéressant. Mais on ne le sait pas. On s'est vraiment lancé dans l'inconnu. On a cru en nous. C'est ça qui arrive. On n'avait aucune stratégie, on n'avait aucune expérience en marketing, en vente, en alimentation, tout ça, mais on avait énormément de confiance et énormément d'énergie. Alors, après, je te dirais peut-être un 4, 5, 6 mois, là, on se rend compte que ça ne fonctionnera plus. Et là, qu'il va sûrement falloir fermer l'entreprise. Et comme c'est pas assez payant, mon partner, lui, décide de s'en aller vers une job normale. Mais moi, c'est mon rêve Diète Plus. Je veux pas l'abandonner. Je refuse d'accepter que je ne serais pas devenu millionnaire avec ma compagnie de repas.
Et là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même que je me rende à l'évidence que je suis dans le rouge. Il n'y a pas assez de ventes par rapport. Il n'y a pas assez d'argent qui entre dans la compagnie par rapport à l'argent qui sort. Et là, je me dis, bon, je vais prendre une chance. Je vais demander à des compétiteurs s'ils ne veulent pas acheter mon entreprise. Au pire, je vais retourner faire de l'entraînement privé, puis je vais vendre mon entreprise. Donc, je peux vendre tout mon équipement, ma chambre froide, ma liste de clients, mes recettes, tout ça. Et je ne vais pas nommer le nom également, au cas où il serait peut-être dérangé par rapport au fait que je parle de cette entreprise-là. Fait que j'approche un de mes plus gros compétiteurs. Et là, je leur explique la situation que moi, je m'apprête à fermer. Il me dit: «Oui, on connaît ton entreprise, on sait t'es qui, on est surpris de savoir que ta business va fermer. Effectivement, c'est pas facile. Viens nous rencontrer, on va prendre un café ensemble, on va jaser de tout ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut t'acheter, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, etc.» Fait que je dis: «OK.» Fait que je m'en vais rencontrer ces gars-là, les propriétaires de mon plus grand compétiteur, qui sont une entreprise semblable à la mienne, mais ils ont une plus grosse équipe, ils ont une plus grosse infrastructure, puis ils font des plus grosses ventes que moi. Mais ils ont besoin d'aide, ils manquent de structure à beaucoup de niveaux dans leur entreprise. Eux aussi se sont un peu lancés à l'aveuglette. Et là, ben, on jase ensemble, et là, je leur explique qu'est-ce que je peux leur vendre, tout ça, puis ils me disent: «OK, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir?» Je dis: «Ben, sûrement que je vais me retourner vers l'entraînement privé. Tu sais, ça me passionne beaucoup.» Il dit: «OK, mais t'aimerais pas ça au pire qu'on combine les deux compagnies ensemble, qu'on garde le nom de notre entreprise, mais qu'on merge, on combine les deux compagnies ensemble, que ça devienne une compagnie, puis qu'au pire, les compagnies, c'est à toi aussi. Puis tu deviens, mettons, directeur des opérations, puis on va te donner un titre avec un salaire fixe que tu auras par semaine, plus tous les avantages que les propriétaires peuvent avoir.» Fait que je dis: «OK, c'est une excellente idée.» Finalement, je déménage ma cuisine dans leur cuisine. On s'assoit, on fait des meetings, puis là, on décide qu'on va créer la plus grande entreprise de repas préparés au Québec. Puis on l'a fait, on a réussi. J'ai travaillé pendant 2 ans dans cette entreprise-là. On a explosé ça. On s'est ramassé connu partout à travers le Québec. On avait des partenariats avec la plupart des gyms au Québec. On a été les premiers à créer, dans le fond, le système de livraison par la poste. Donc, on a fait un deal avec Cascade qui nous ont créé des glacières jetables et on utilisait de la glace sèche pour pas que les boîtes pèsent trop lourd. On a fait toutes sortes de tests, puis on est capable même de livrer à des gens partout à travers le Canada grâce à des systèmes de livraison comme Pure Later, Post Canada, tout ça. Et c'est le fun parce que les repas restent froids pendant des jours. Fait que même si les clients attendent peut-être 2 jours pour recevoir leur repas, ils les reçoivent froids. En plus qu'on a nos systèmes de livraison à domicile qu'on fait nous-mêmes. L'entreprise grossit, grossit, grossit. On travaille comme des fous, ça va bien. Mais à un moment donné, je me rends compte de quelque chose. Malgré que ça grossit, puis on s'aligne vers nos objectifs, je ne suis pas heureux. Je réalise que gérer une usine de production de repas, travailler dans l'alimentaire, ça me passionne plus, c'est trop de stress. Moi, je passe la majorité de mes journées à gérer l'usine de production. Et fait que je passe tout mon temps soit devant un ordinateur, soit dans l'usine, soit à dealer avec les employés dans l'univers de la cuisine, les employés absents. Puis à un moment donné, je me rends compte que je suis vraiment malheureux de faire ça. Je suis peu heureux. Et je décide de quitter le bateau, simplement. Fait que je m'en vais, je quitte complètement l'entreprise. Je ne veux plus rien savoir de ça. Et là, je retourne dans l'entraînement privé où je me fais engager dans un gym. Et là, j'en ai parlé un peu de cette partie-là dans l'épisode Décidé. Je vais repasser au travers de cette période-là parce qu'elle est quand même assez importante. Donc là, j'ai un sentiment de renaissance. Là, je me dis: «OK, j'ai honte un peu, je me sens mal d'avoir investi tout ce temps-là, cette énergie-là, cet argent-là pour devenir une personne à succès avec une business de repas préparés. Puis finalement, je ne vais même pas jusqu'au bout. J'abandonne pour me retourner dans l'entraînement privé. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me passionne, l'être humain. Aider l'être humain à se transformer pour le mieux, aider l'être humain à devenir plus discipliné, aider des gens à avoir des transformations physiques, puis les aider dans leur quotidien à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, ainsi de suite. Mais à ce moment-là, je ne connais rien du développement personnel. C'est un terme que j'ai déjà entendu parler, mais je connais pas ça. C'est pas clair pour moi c'est quoi.
Fait que là, je suis dans l'entraînement privé, tranquillement, je rebâtis ma clientèle, je reprends un goût à ça, c'est le fun, je me ramasse avec une belle grosse clientèle, ça commence à être payant, je fais, bon, je suis pas riche, mais je gagne un salaire correct, mais encore une fois, ça revient. Puis si tu fais partie de ces gens-là qui se sentent comme ça en ce moment, que tu sens que tu es quand même satisfait de ta vie en général, tu es quand même satisfait de ta carrière, mais tu sens que tu n'es pas exactement à la bonne place, bien, tu as raison, tu n'es pas exactement à la bonne place. Moi, je sens que j'aime ça, l'entraînement privé, mais là, je commence à me poser des questions. Tu sais, je veux-tu vraiment faire ça toute ma vie? Je veux-tu passer ma vie à faire des programmes d'entraînement puis à montrer à des gens comment faire de l'exercice? Je sais pas. Je trouve ça redondant. On dirait que j'ai besoin de quelque chose de différent. Quelque chose qui va me challenger un peu plus. Quelque chose de plus complexe, de plus grandiose, de plus sophistiqué que ça. Mais je ne sais pas ça va être quoi. Et là, grâce à YouTube, j'écoute souvent des vidéos YouTube de motivation pour mes entraînements, tout ça. Ben là, quand YouTube, l'algorithme me fait dériver un peu vers tout ce qui est motivation, développement personnel, discipline, confiance en soi. Et là, je commence à découvrir cet univers-là grâce à des vidéos puis des audios sur YouTube. Et là, je tombe en amour avec cet univers-là. Pourquoi? Parce que moi qui ai tout le temps trippé sur le conditionnement physique, transformer son physique, ben là, je réalise que dans le fond, il y a autre chose que le physique. Qu'il y a la partie non physique de notre personnalité, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de notre corps et on peut le transformer, on peut changer notre autodiscipline, on peut changer notre confiance, notre façon de penser, notre perception du monde, notre vibration, nos habitudes. Je découvre la psychologie de changement de comportement humain et je deviens complètement obsédé avec ça. Ça veut dire que je suis plus capable d'arrêter de lire des livres sur le développement personnel, d'écouter des audios sur le développement personnel, d'écouter des vidéos. J'en mange, j'en mange, j'en mange. Et là, je commence à impliquer ça tranquillement dans ma vie. Et là, je fais une grosse introspection sur moi. Je me rends compte que je suis une personne, je suis un bon gars, mais je me cherche. J'ai perdu quand même une grosse partie de ma confiance en moi-même depuis que j'ai quitté l'univers des repas préparés. J'ai eu énormément de pensées négatives. Je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup d'anxiété. J'ai plein de mauvaises habitudes. Je suis quelqu'un qui est très travaillant, mais qui procrastine très souvent sur les trucs importants. Et là, je fais toute une introspection. Je découvre vraiment qui je suis. Je commence à travailler mes défauts, mes lacunes, tout ça. Mais j'ai toujours pas mon nouveau but ultime. Puis à un moment donné, comme j'expliquais dans l'épisode Décidé, ben, je réalise que mon nouveau but ultime, ça va être le développement personnel. J'ai cette idée-là qui me vient en tête. Je vais partir mes propres programmes, mes propres cohortes, ma propre entreprise de croissance personnelle où je vais aider des gens à se fixer des objectifs bien définis, à élever leur confiance en soi, à créer une motivation durable, à devenir plus discipliné. Juste une business dans laquelle je vais avoir des programmes pour aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes simplement. Je ne sais pas comment je vais faire ça, avec qui finalement. J'ai mon ami Xavier qui décide d'embarquer là-dedans avec moi. On développe le projet. Ça se développe, ça n'a pas été facile, hein. Moi, 2.0, aujourd'hui, ça va bien. J'ai une clientèle régulière. Je sais où je m'en vais avec ça, même si je suis en train de tout retravailler le brand. Mais j'en ai eu des moments de doute. J'en ai eu des moments où j'ai failli tout abandonner. C'est pas facile là, de mettre ton nom sur la map. Au début, moi, j'avais parti des cohortes que je donnais en personne. Donc, il n'y avait rien d'informatique, il n'y avait rien de numérique. Tout était 100% en présentiel. Et là, pendant que j'avais démarré ça et que ça allait de mieux en mieux, est arrivé tout ce qui est en lien avec le COVID. Donc là, plus de rassemblements, tout ça. Il a fallu que j'adapte tout ça avec le numérique, Zoom, que je commence à utiliser Facebook, les réseaux sociaux pour essayer de chercher des clients. J'avais aucune idée comment faire ça. Donc, pendant longtemps, là, j'ai avancé dans moi 2.0 en ne sachant pas exactement où je m'en vais avec ça, en ne sachant pas du tout si j'allais vraiment réussir à vivre de ça un jour. Ça a été très inconfortable, mais tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est là que j'ai eu ma plus grosse croissance personnelle. Parce que quand on se fixe ce genre d'objectif-là, surtout de se partir en entreprise comme ça, puis un but qui est assez audacieux, quelque chose qui est extrêmement complexe à réaliser, quelque chose qui va nous demander de développer toutes sortes de compétences qu'on n'a pas pour le réaliser, ça nous transforme. Ça nous transforme. Je crois qu'il n'y a rien qui transforme plus un être humain que le désir constant et l'action constante pour réaliser
son objectif qui lui tient le plus à cœur. Parce que si tu veux changer juste pour changer, c'est dur. Mais quand tu as ton but, tu as ton rêve qui est ancré en toi, ça te rend inarrêtable. C'est là que tu vas te lever plus tôt s'il faut se lever plus tôt. Tu vas te coucher plus tôt s'il faut se coucher plus tôt. Tu vas mieux manger s'il faut mieux manger. Tu vas développer ta communication s'il faut que tu le fasses. Tu vas développer ta structure, ton autodiscipline, ta capacité à gérer ta comptabilité. Tout ça, être en business, essayer de réaliser son plus grand rêve en business, ça transforme les gens. C'est pour ça que souvent, dans plein d'autres épisodes, je l'ai dit, mais le plus important, c'est pas ce qu'on obtient en faisant ce qu'on fait. Le plus important, c'est ce qu'on devient en faisant ce qu'on fait. C'est pour ça que je t'encourage, si ce n'est pas le cas présentement, à te fixer un objectif vraiment gros, audacieux, à te fixer un objectif qui t'excite et t'effraie en même temps. Pas nécessairement pour ce que tu vas obtenir quand tu auras réalisé l'objectif. Absolument que c'est intéressant ce que tu vas obtenir. Puis j'espère que tu vas l'obtenir. Puis ça risque de t'aider à être heureux de l'obtenir. Mais regarde bien ce que tu vas devenir, la transformation de ta personnalité, à quel point tu vas devenir une meilleure version de toi-même en réalisant ou en tentant de réaliser tes objectifs les plus audacieux. Donc là, moi 2.0, finalement, on transfère ça en ligne, on fait des webinaires à l'occasion, on démarre des cohortes, tranquillement, on crée le programme Réfléchis, décide, réalise, on le finalise. On crée le programme Maintenant, action, structure, discipline et productivité, on le finalise. On crée le programme Nouveau départ, on crée le programme Vivre de son offre. On commence à avoir de plus en plus de clients, ça se vend bien. Mais quand j'ai vraiment su que j'étais sur mon X, c'est quand je me suis mis à avoir à répétition des clients avec lesquels j'avais travaillé qui m'avouaient ouvertement que le passage que j'avais vu dans leur vie, le passage que j'avais eu dans leur vie et le travail qu'on avait fait ensemble, ce que je les avais fait faire pendant les programmes, ça les avait changés pour vrai. Et c'est sûr que comme dans n'importe quel type de formation, c'est pas tout le monde qui se transforme avec un programme. Comme n'importe quel genre de formation au monde, c'est pas tout le monde qui réussit, c'est pas tout le monde qui s'implique suffisamment. C'est pas tout le monde aussi qui finit par tomber en amour avec la formation. Mais quand que je vois que la majorité des gens qui font vraiment la formation au complet ont de réels changements, puis je reçois des vocals, je reçois des textes, je reçois des messages sur Messenger de gens qui me remercient, tout ça. Et ça, c'est la plus belle paye. C'est là que j'ai fait wow, j'ai réussi. J'avais cette idée-là en tête de créer une entreprise, des programmes qui allaient transformer les gens pour vrai grâce à mon aide, grâce à mes connaissances, grâce à ma philosophie, grâce à mon support. Et là, ça se passe. Je ne rêve plus. J'ai vraiment réalisé ce rêve-là. Et depuis ce temps-là, ben là, on a démarré le podcast. Avant, je travaillais de chez moi. Maintenant, j'ai mon propre bureau. Fait qu'il y a le podcast Mon 2.0, il y a les programmes. J'ai également commencé l'univers des conférences à travers tout ça. J'étais allé faire l'Académie L'Art de la conférence qui m'a énormément aidé pour savoir comment m'exprimer pleinement, sans filtre, comment construire des belles conférences. Récemment aussi, si tu m'écoutes, j'ai pas le choix de t'annoncer qu'on a également récemment démarré notre propre entreprise de bonbons gélifiés, donc des gummies infusés aux microdoses de champignons médicinaux. Et là, quand je parle de champignons, non, ça n'a rien à voir avec les champignons hallucinogènes. Ce sont des produits qui ne contiennent pas de psilocybine. La psilocybine, c'est ce qui rend certains champignons hallucinogènes. Notre produit n'en contient aucun. Et de toute façon, ce n'est pas légal de la manière qu'on fait les choses de mettre de la psilocybine dans notre produit. Et c'est des gummies qui sont très concentrés en adaptogènes, en nootropiques et en champignons médicinaux qui aident à débloquer le potentiel du cerveau, qui aident à te rendre de meilleure humeur, à te rendre plus concentré, plus confiant, calme, zen en même temps. En gros, on a créé un produit qui t'aide à être plus heureux, plus de bonne humeur, plus confiant, plus énergique et plus calme en même temps et qui sont également excellents pour le système immunitaire. Si jamais tu aimerais en savoir plus, c'est rare que je fais de la pub sur la business ou mes produits, tu peux aller sur le chasebites.com. Le nom de l'entreprise, c'est Chase Bites. Donc, c'est ChaseBites.com et tu pourras accéder à nos produits.
Et là, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Ça ressemble à quoi ma vie aujourd'hui? Ma vie aujourd'hui, c'est de travailler sur moi 2.0, de prendre soin de tous mes clients actifs, de continuer de faire du coaching, de faire des épisodes de podcast comme que j'en fais présentement. Je m'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine. Présentement, je sors littéralement de ma zone de confort parce que je m'entraîne pour une compétition de triathlon qui s'appelle Ironman, qui aura lieu le 22 juin 2025 au Mont-Tremblant. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait de triathlon de ma vie. Puis je me prépare pour un des plus gros triathlons qu'il n'y a pas. Donc, ça me pousse extrêmement à sortir de ma zone de confort. Au niveau de la course, j'ai jamais couru autant. Là. Ça fait environ 1 mois que je me prépare pour ça. Donc, j'ai jamais autant couru à l'extérieur. La nage, je découvre cet univers-là de la nage. Comment est-ce qu'on fait pour nager professionnellement? C'est pas évident quand tu l'as jamais fait de ta vie. C'est assez difficile. Mélangé avec le vélo. Pour ceux qui ne savent pas, un Ironman, moi, je fais celui qu'on appelle le 70.3. Donc, c'est quand même nager 2 km. Et tout de suite après, c'est d'aller pédaler 90 km. Et tout de suite après, c'est d'aller courir 22 km. Donc, c'est tout un défi pour lequel je m'entraîne présentement. J'ai aussi mes enfants. J'ai 3 filles. Aujourd'hui, je suis séparé. Je ne suis plus avec la mère de mes enfants. Alors, j'ai mes filles en garde partagée. Soit que je passe du temps de qualité avec mes filles ou soit que je me concentre à travailler sur mes choses. Je passe également du temps avec mes amis. J'aime ça aller manger au restaurant, aller passer, faire des activités avec mes amis. Là. Je m'organise pour avoir une vie sociale malgré tous mes autres passions. Et ce qui s'en vient dans le futur, continuer le podcast, continuer tout ce que je fais là, mais beaucoup, 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 là, dans la prochaine année, je vais me concentrer sur tout ce qui est conférence. Je m'ennuie énormément de faire des événements en présentiel, de connecter avec des êtres humains en face de moi. Donc, ça s'en vient. Je travaille présentement sur l'événement Go, qui va être une espèce de bootcamp, une journée bootcamp pour motiver les gens à mettre leur objectif au clair et à se donner le coup de pied dans le derrière nécessaire pour démarrer leurs nouveaux objectifs, démarrer leur nouvelle vie, leur nouvelle vision. Et voilà. Donc, c'était ça mon histoire et c'est ça qui je suis en gros. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as pu constater à quel point j'ai passé par toutes sortes de chemins, à quel point j'ai douté de moi-même à certains moments. Je continue de douter de moi-même encore aujourd'hui. Jamais, je pense qu'il n'y a personne qui est jamais 100% confiant 24 heures sur 24. Et c'est ça. J'espère que tu as compris à quel point il ne faut pas que tu laisses la situation actuelle déterminer qui tu es et qui tu vas devenir. Si tu te fixes un objectif bien défini et tu te donnes corps et âme pour l'atteindre, les circonstances actuelles ne pourront pas perdurer. Quelqu'un qui a quelque chose en tête et qui se donne à 100% pour l'atteindre tous les jours ou presque, transforme sa vie. Alors, c'était l'épisode numéro 24 intitulé Mon histoire. J'espère que tu as apprécié. Merci à toi qui as écouté jusqu'à la fin. Et là, je te le demande, s'il te plaît, abonne-toi au podcast. OK? Je te le demande pas, je te l'ordonne. Non, c'est une blague. Mais abonne-toi au podcast. Ça prend 2 secondes à faire. T'aimes le podcast? Pourquoi tu ne t'abonnes pas? C'est fou parce qu'on voit les codes, la quantité d'épisodes qu'on fait, puis il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast, mais comme les autres podcasters aussi, j'ai vu, il n'y a pas tant de gens qui s'abonnent plus que ça. Donc, peu importe que tu l'écoutes sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, peu importe c'est où que tu l'écoutes, abonne-toi au podcast. OK? Abonne-toi, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça va juste m'aider, ça va me donner encore plus de confiance, ça va me donner encore plus l'envie de continuer à faire des épisodes comme ceux-ci. Et partage-le. Partage-le à tes amis, partage-le sur tes réseaux sociaux, partage-le en privé, Instagram, TikTok, peu importe c'est quoi. Aussi, si tu vas sur ma page Stephen Chase, ma page Facebook, ou Stephen Chase officiel, ma page Instagram, souvent, je mets des petites vidéos de morceaux du podcast. Tu peux aller là, tu peux aller interagir avec ces publications-là, tu peux les partager également. Ça va être très apprécié. Sur ce, je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis, on se voit au prochain épisode.